Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Daniel Dahan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau grand rabbin de Lyon. Vous succédez à Richard Wertenschlag, qui est resté 45 ans, 48 ans même. Oui, à peu près. On compte plus quand on aime, on compte pas. Est-ce que vous allez rester aussi longtemps, le représentant de la communauté juive à Lyon? Non. On souhaite une excellente santé au grand rabbin Wertenschlag et beaucoup de bonheur familial. Et puis j'ai la chance de pouvoir échanger régulièrement avec lui et de pouvoir bénéficier de ses conseils avisés. Voilà. Alors on sait que vous venez de la région d'Annecy, que vous avez été grand rabbin à Nancy, puis à Aix-en-Provence. J'ai vu aussi que vous avez fait une thèse de droit sur, en résumé, le statut de la femme dans le droit juif, et notamment la question du divorce. Vous souhaitez une ouverture de ce point de vue-là? Une ouverture, c'est très à la mode. Hein. Ce sont des termes, on va dire, très politiques ou très politiquement corrects. Mais je dirais tout simplement que, comme toute personne raisonnable, je souhaite que, la question du divorce, qui est déjà douloureuse, ne soit pas l'occasion pour des maris indignes d'exercer un chantage quelconque sur leur épouse, sur leur ex-épouse. Donc les gens décident de se séparer, c'est prévu par la loi civile, c'est aussi prévu par le droit juif, le droit hébraïque. Mais ça doit être à l'initiative du mari dans le droit juif. Ça peut être aussi à l'initiative de la femme, mais c'est le mari qui délivre l'acte de divorce. Le divorce n'est pas prononcé par le juge rabbinique. Le juge rabbinique est là pour constater que le divorce s'est bien déroulé suivant les règles du droit. Et puis, il y a une question de respect, et c'est important aujourd'hui dans l'ère dans laquelle nous vivons, où finalement, le respect des uns et des autres est bafoué, que l'on arrive à trouver une société qui soit apaisée. Je crois que c'est le devoir des religieux, quel qu'il soit, de favoriser, de concourir au respect mutuel. Alors, une des premières apparitions publiques qu'on vous a eu faire dans l'agglomération, c'était une manifestation Mon en justice pour Sarah Halimi. Vous dénonciez à cette occasion, vous demandiez à cette occasion que l'antisémitisme devienne une grande cause nationale. Oui. Quel est l'état de l'antisémitisme dans l'agglomération ? Apparemment, c'est soft. Je dois dire que je ne suis là que depuis 1 an. Le Covid a tout mis un petit peu en berne. Si l'antisémitisme, les manifestations pouvaient rester en berne très longtemps, ça serait très bien. On a eu quelques cas d'agressions antisémites, des tags. Dieu merci, pour l'instant, rien de bien grave. Il y a eu quelqu'un qui a été roué de coups un jour de fête parce qu'il se baladait dans la rue il y a un mois avec une kippa et qu'on l'a traité de sale juif. Il a dit « mais pourquoi vous faites ça ?» Et en guise de réponse, il a été passé à tabac. Heureusement qu'il y avait un quart de police qui passait et qu'il a extirpé de la main de ses agresseurs. Mais bon, l'antisémitisme, c'est quelque chose de terrible. C'est Michelet, le grand historien de la Révolution française, qui déjà au XIXe siècle écrivait que l'antisémitisme est un mal abominable, surgi du fond des âges, et qu'on a tendance à oublier qu'à l'époque où l'Europe était recouverte de barbarie, de forêts sauvages, eh bien, le décalogue avait déjà été édicté au Sinaï, et que, quelque part, cette loi, ces commandements, ces 10 commandements qui parlent de la notion de respect d'autrui, et pas simplement de respect de Dieu, puisque les 10 commandements sont scindés, enfin pas scindés, mais découpés en 2 parties, une qui fait référence au respect des commandements vis-à-vis de Dieu, et l'autre vis-à-vis du prochain. Et les sages d'Israël disent que les uns sont en rapport avec les autres. On ne peut pas respecter Dieu si on ne respecte pas son prochain. Et on ne peut pas respecter convenablement son prochain, c'est pas très laïque ce que je dis, si on n'a pas la crainte de Dieu. Donc quelque part, la notion de civilisation, elle trouve sa source là-dedans. En tout cas, la civilisation européenne. Et pour revenir aux Juifs de l'agglomération lyonnaise, vous direz qu'aujourd'hui ils sont plutôt inquiets ou plutôt rassurés par l'évolution de l'antisémitisme ? Ça dépend. Ça dépend où vous habitez. Vous savez, quand vous habitez dans des quartiers tranquilles, bien fréquentés, où il n'y a pas de dégâts, où il n'y a pas d'incivilité, vous êtes tranquille. Et puis, quelquefois,
vous habitez dans des quartiers qui se sont, au fil du temps, dégradés, qui sont devenus, pour reprendre le titre d'un ouvrage malheureusement célèbre, des territoires perdus de la République. Il ne faut pas oublier que la communauté juive est le baromètre, là où elle se trouve, de l'état de la société. Quand on s'en prend aux juifs, eh bien, c'est le sommet de l'iceberg. C'est-à-dire que demain, on s'en prendra aux autres. Hein, vous connaissez la fameuse du pasteur qui était président de l'Église réformée d'Allemagne et qui a dit on s'est attaqué aux juifs, je ne me suis pas préoccupé, j'étais pas juif, on s'est attaqué aux sociodémocrates, j'étais pas sociodémocrate, on s'est attaqué aux syndicalistes, et puis on s'est attaqué à moi, et puis il n'y avait plus personne pour me défendre. Donc quelque part, attention. Il y a des villes de l'agglomération aujourd'hui, vous voyez vos coreligionnaires repartir? Oui. Je ne citerai pas, mais il y en a. Oui, il y a des villes de la métropole où mes coreligionnaires s'en vont, mais reste que ceux qui sont trop âgés pour bouger, ou trop pauvres pour pouvoir le faire. Bon, c'est Vénissieux, c'est Vaux-en-Velin. Oui, à peu près dans ce genre de truc, oui, effectivement. Dans les chiffres qu'on vient d'avoir aussi, c'est le nombre de départs pour Israël. La France est le 3e pays qui envoie le plus d'immigrants en Israël, avec une hausse record sur ces 9 premiers mois de l'année. On est à plus 50% par rapport à l'année précédente. Bon, ceci dit, c'est vrai, d'abord parce qu'Israël reste le berceau historique et religieux du peuple juif, hein, c'est un retour aux sources. La aliyah, c'est-à-dire la montée, comme on le dit en hébreu, ne doit pas être vécue comme une fuite, mais comme une recherche d'un aboutissement spirituel. Et si on vit la aliyah comme une fuite, Israël, c'est un pays très difficile, hein. J'ai entendu dimanche Maître Eli Korshia, qui était l'avocat des caissières de l'Hypercacher, et qui est un ami, et qui m'a rapporté ce qu'il a dit à la conclusion de sa plaidoirie devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Ces femmes, ces caissières de l'Hypercacher ont dit nous avons vécu des scènes de guerre dans un pays en paix, et nous avons été chercher la paix dans un pays qui est censé être en guerre. Voilà, je crois que ça résume tout. La sécurité des biens et des personnes, c'est l'affaire de tous. On a beaucoup parlé ces dernières semaines du rapport entre le religieux et le laïque, entre les lois de la République et puis les lois de l'Église catholique. Je peux mettre un joker. Écoutez, est-ce que les lois de la Bible sont supérieures aux lois de la République? Alors, c'est tout bête. Il y a un principe fondamental qui a été dicté par le Talmud il y a plus de 2000 ans. Dina de malchuta dina, la loi du pays est la loi, à condition qu'elle n'empiète pas sur la loi religieuse. Je vous donne un exemple. Théoriquement, autrefois, la polygamie était permise. Pas recommandée, mais permise. À partir du moment où la loi de la République dit que la polygamie est interdite, terminé. Il n'y a plus de polygamie possible et imaginable. Bien que dans les faits, elle ait été abolie il y a plus de 1000 ans déjà dans les communautés d'Europe occidentale. Il y a des commandements de la Torah qui nous disent qu'il faut manger kasher. Si la loi du pays dit aujourd'hui vous avez l'obligation de manger un morceau de cochon tous les jours, on dit non. Parce que ça va en contradiction avec la loi religieuse. S'il s'agit de défendre son pays, alors effectivement, en situation de guerre, il peut y avoir des exceptions, des dérogations qui peuvent être données, parce qu'il s'agit de défendre le sol de la République. Et c'est ce qui s'est passé pour les combattants juifs des 2 dernières guerres, la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc, encore une fois, ça dépend. Dans la théorie, la loi du pays prime. Après, il faut voir les situations. On n'a, Dieu merci, pas le problème du secret de la confession dans la communauté juive, bien que souvent, les fidèles me prennent pour leur confesseur. Ce que je ne suis pas, ce que je n'ai pas envie d'être. Mais à la fin de la journée, quelquefois, vous avez mal à la tête. Mais vous n'êtes pas tenu par le secret de aucunement. Confession. Puisqu'on parle je comprends la difficulté de mes amis catholiques, parce qu'ils ont une loi qui leur a été, on va dire, édictée depuis des siècles,
et il se retrouve face à une difficulté. Et je comprends aussi le choc que ça puisse faire apparaître dans la société, mais je pense que c'est juste une question de forme. C'est-à-dire qu'à mon avis, la formulation a été maladroite, elle a été un peu grossie, et je crois qu'il faut un petit peu faire retomber les tensions. L'Église catholique a fait un travail d'introspection remarquable. Avec la commission Sauvé sur la pédophilie. Oui, en plus, j'en ai parlé ce matin avec quelqu'un qui m'en a parlé, et j'ai dit, mais c'est remarquable parce que Jean-Marc Sauvé, il ne s'en cache pas, est un catholique pratiquant, et ça a été le vice-président du Conseil d'État, c'est-à-dire, dans les faits, le président de la plus haute juridiction administrative, c'est quelqu'un qui est plus objectif que ça, on ne peut pas trouver, et je trouve qu'il a fait un travail remarquable. Et, voilà. Est-ce que d'ailleurs les questions qui sont soulevées sur l'Église catholique, c'est des questions qui peuvent se retrouver dans les synagogues? Est-ce que, j'imagine, quand vous voyez des dérives d'agents du culte catholique, est-ce que vous êtes posé la question? Ça nous fait peur. Ça peut arriver chez tout le monde. Hein. Ça peut arriver chez tout le monde. Hein. Ça peut même arriver chez les agents de la République, prétendument laïque. Donc, ça veut dire que... on l'a vu dans beaucoup de domaines, l'éducation, le sport. On sait très bien que, malheureusement, tout ce qui touche à ce domaine-là... La question, c'est comment l'institution réagit? Il faut que l'institution ouvre les yeux. Et pendant longtemps, toutes les institutions, toutes tendances confondues et toutes religions confondues, ont eu tendance à mettre ça sous le tapis. Comme disait Tartuffe, cacher ce sein que je ne saurais voir. C'est plus l'air du temps. Donc, il faut essayer de trouver, sans en faire des gorges chaudes, il faut essayer de trouver un équilibre. Et je crois que la vertu des religions, c'est de procéder à l'équilibre de la société, et pas à son déséquilibre. Donc on arrive à un rééquilibrage. Ça va prendre du temps. Un dernier mot, on entre dans une année présidentielle, dans une campagne présidentielle. Est-ce que vous allez donner des messages? Est-ce qu'on vous entendra pendant cette période? Oui, dire qu'il ne faut en aucun cas être dans le rejet d'autrui, et en aucun cas faire le jeu des extrêmes. Seuls les partis républicains et affirmés comme tels doivent mériter nos voix, et je dirais plus que c'est un devoir de voter. Pendant trop longtemps, on a été privés. Pendant très longtemps, il n'y a pas eu de vote. Il y a eu des votes censitaires au XIXe siècle. Et puis, les femmes n'ont eu le droit de vote en France qu'à la Libération. Hein, donc, c'est tardif. Et la communauté juive n'a eu le droit de citoyenneté qu'à partir de 1791. Donc, la communauté juive, encore plus que les autres, sait le prix d'un bulletin. Ça a l'air de rien, mais avec un bulletin, on change le monde et on peut espérer le rendre meilleur. Et je pense qu'on a une vocation d'espérance, et c'est l'espérance d'Israël, l'espérance du peuple juif, de dire que, eh bien, allons voter intelligemment, pas en réaction à des événements, mais de manière sensée, posée, mesurée, et faisons en sorte que, eh bien, notre vote puisse permettre d'améliorer la société. Quand vous entendez Jean-Marie Le Pen dire Éric Zemmour, c'est moi, sauf qu'il est juif, est-ce que c'est le signe que Éric Zemmour pose un problème particulier aujourd'hui? Oui. Oui, bien sûr. Il faudra faire barrage à Éric Zemmour? Écoutez, pour l'instant, il n'a pas affirmé sa candidature. On en reparlera le moment venu. Daniel Dahan, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.